Bonjour à tous. Petite présentation théorique sur le leadership. Alors, je vais commencer par expliquer, je vais utiliser des termes genre chef, leader, etc. C'est des termes génériques parce qu'on parle de choses génériques. Quand j'utiliserai du vocabulaire particulier, historique, genre Yarl, comme ça, parce que c'est dans un contexte précis. Mais sinon, je vais utiliser le mot chef à en vomir. C'est normal, c'est juste parce qu'on fait une présentation là-dessus, donc là je ne peux pas faire autrement. Je me suis principalement basé sur des sources scandinaves parce que je fais de la romantique scandinave, désolé. Ceux qui font du franc ou autre chose, j'ai recherché, il y a des exemples qui sont basés là-dessus, mais principalement mes sources sont du scandinave. En parlant de sources, j'ai mis les bouquins là, c'est Damien qui nous a prêté, j'ai principalement basé sur Viking at War, Men of Terror et les Vikings en Bretagne. C'est vachement intéressant. C'est un petit bouquin, mais c'est intéressant. Et plus les connaissances annexes entre autres. Alors je vais beaucoup lire mes notes parce que j'ai rien envie d'oublier, donc je suis désolé, il va y avoir des comme ça pendant aussi un peu de temps. Mais c'est comme ça. Après évidemment j'ai pas mal de connaissances autres, je les ai pas forcément citées, j'ai utilisé que des exemples de l'époque, contrairement à l'année dernière. Les détails qui changent entre les différentes zones géographiques, donc par exemple les Francs, les Scandinaves, les Saxons, il peut y en avoir, mais globalement ce que je vais donner c'est commun à tout le monde. Il y a forcément des petits détails qui peuvent changer beaucoup de choses en fait, mais dans la généralité ça ne l'est pas. Et je ne suis pas chercheur, il y a probablement des trous dans ce que je vais dire, il y a peut-être des erreurs, des choses comme ça. C'est pas mon travail à temps plein, j'ai passé du temps dessus, mais pas une année non plus, donc il faut voilà, soyez clément et n'hésitez pas à signaler après la présentation si jamais vous avez des choses à redire que je dis de la grosse merde. N'hésitez pas, au contraire, c'est absolument possible, hein, j'ai aucun problème là-dessus. Le leadership donc, comme disait Damien, on va parler, le leadership il y a forcément un chef qui dirige, mais c'est pas que ce rôle-là, parce qu'il y a des gens en dessous de lui qui ont aussi un impact, et il y a toute une chaîne de commandement, même à l'époque déjà. On va parler des positions importantes pour diriger leur impact tactique, et pas juste un chef qui dirige et comment tu diriges 400 minutes. Et ça j'ai déjà expliqué sur le vocabulaire. Donc, petit sommaire rapide. On va parler relations et positions sociales parce que c'est assez important. Garde personnelle, bannière, chaîne de commandement, communication, qualité humaine. C'est emploi en bullet point différent, mais c'est un peu relié. Les relations sociales entre les acteurs. Pourquoi on va en parler et pourquoi on ne parle pas juste bagarre? Parce que c'est vachement important de comprendre la dynamique qu'il y a entre les acteurs sur le champ de bataille. C'est pas juste un gars qui dirige et des gars qui se battent pour lui. Ces gens-là, ils ont des relations en dehors du combat. Et c'est important de comprendre ces relations-là. Pour comprendre ce qui se passe sur le champ de bataille. Donc on va en parler un petit peu. On ne dirige pas des guerriers au combat sans raison et ces gens ne vous suivent pas au combat sans raison non plus. Il y a une logique. C'est pas juste il y en a un copie et il y a l'un qui donne des ordres. Il y a différents engagements qui mènent à se battre pour quelqu'un. Il y a plein d'exemples possibles. On va commencer déjà par la défense obligatoire du territoire. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, ici en France, on avait le service militaire obligatoire. À l'époque, c'est la même chose. Vous êtes un homme libre. Vous avez votre ferme et tout, vous avez l'obligation de participer à la défense du territoire. Peut-être pas tous, mais pour un certain village, il faut un certain nombre d'hommes qui doivent être capables de partir à la défense du territoire si on l'appelle. C'est le cas en Scandinavie, surtout à partir du moment où on commence à avoir des rois qui commencent à avoir de l'impact vraiment important sur le royaume. Chez les Francs, on sait que ça existe, il y a une certaine unité géographique d'un territoire, j'ai perdu le vocabulaire déjà. Mais il doit y avoir tant de personnes avec des armes qui doivent venir servir quand on appelle à la défense ou plus du territoire. Donc, c'est première logique de banc et derrière banc en fait. De quoi? C'est première logique de lever de banc. C'est ça. Le banc c'est après pour le coup. Mais oui, le terme banc, c'est pas si utilisé à l'époque, c'est ça. Mais la logique est la même. C'est soit c'est du service militaire pur et dur, soit c'est un nombre de guerriers par unité géographique. Alors l'unité géographique, je disais par mot, les Manses en France, en France, chez les Francs, les Scandinaves, ils avaient d'autres unités géographiques. Et c'est très divers parce qu'on en parle de plein de royaumes différents. Entre les différents, en Norvège, en Suède, au Danemark, c'est déjà très varié. Et il y a plein de sources différentes qui expliquent plein de choses différentes. Voilà, donc c'est pour ça que je n'utilise pas un terme précis. Si j'utilise le mot unité géographique, c'est parce que voilà, ils divisaient le territoire comme ils voulaient et donnaient le nombre de personnes qui devaient aller pouvoir être équipées et être capables d'aller se battre. Mais et il y a aussi la logique de si c'est votre village qui se fait attaquer, vous n'allez pas dire ah bah non, c'est pas mon tour cette fois. Vous prenez les armes et vous allez vous défendre, hein, on est d'accord. Ensuite, il y a la contribution aux actions offensives. Alors parce que c'est logique que vous allez défendre votre territoire s'il se fait attaquer, c'est chez vous, c'est vos voisins, le village à côté aussi, vous allez le défendre, c'est quand même vos copains, vous commercez avec eux. Mais quand il y a un chef, un roi, souvent un roi, qui a beaucoup de pouvoir, son pouvoir est bien en place, il va forcer les gens aussi à aller se battre autre chose que juste pour défendre le territoire. J'ai pas retrouvé la source exacte en Scandinavie, mais il y a un roi qui, tous les 4 ans, il avait le droit
de convoquer les gens qui contribuent au service militaire et d'aller faire autre chose que défendre le territoire. Il disait, une fois tous les 4 ans, j'ai le droit d'aller attaquer le royaume d'à côté. Alors évidemment, il faut le faire quand on a un certain pouvoir, parce que sinon les gens ils n'ont pas envie, c'est pourquoi est-ce qu'on va aller se battre pour les autres. Il faut vraiment avoir un pouvoir politique assez fort. Il ne faut pas aussi le faire en convoquant les mecs en disant on se fait attaquer, il faut que vous veniez, et que derrière on dit en fait non, on va aller les attaquer. Ça c'est déjà arrivé et généralement ils le prenaient assez mal les gars. Donc ça typiquement dans le genre de choses qu'il ne faut pas faire, c'est un bon exemple. Mais ça a été fait, et là du coup c'est savoir qui c'est qui a plus de coups, mais entre les guerriers qui sont convoqués et le roi qui convoque ça. Chez les Francs, si je dis pas de bêtises, Charlemagne avait le pouvoir de convoquer l'armée une fois par an. Oui. Et lui c'était systématique. Et c'était pas pour défendre le territoire, hein, c'était pour aller casser la gueule des Français. Si Charlemagne a bien étendu son empire, c'est parce que tous les ans il réunissait son armée et il allait casser la gueule de ses voisins. Et voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on en parlera ensuite. Il y a l'activité économique. Si les gens ils faisaient ça, si les guerriers de Charlemagne ils se réunissaient tous les ans sans problème, c'est parce qu'ils avaient la plus grosse armée du continent à l'ouest. Et qu'ils savaient très bien que c'était rentable parce que Charlemagne allait surtout piller les voisins une fois ou deux, puis après il revenait, il disait bon attends vous êtes sous mon égide. Donc l'activité économique pour la guerre, on va dire moi je vais piller tant de personnes. Alors ça peut être un marchand, quelqu'un de riche qui dit bah j'ai mon bateau, j'ai 3-4 bateaux, on va aller piller en pillage, hein, comme les Vikings ont fait. Ça peut être des rois entiers qui disent bon on réunit une armée, on va aller attaquer telle région et on va la piller. Donc il y a vraiment la notion d'activité économique, on sait qu'on y va, pas pour envahir, mais juste pour se faire de l'argent, en tabassant les autres. Donc ça ne concerne pas uniquement les Scandinaves, parce que comme le disait le proverbe byzantin, si tu as le franc comme ami, c'est que tu ne l'as pas comme voisin. Pourquoi ? Parce que les francs allaient tabasser leurs voisins. De quoi tu veux parler ? Donc il n'y a pas que les Vikings et les Scandinaves qui allaient tabasser les autres. Hein. C'est le pillage, c'est vraiment une activité commune à absolument tout le monde. Les Vikings étaient très bons à ça, principalement parce qu'ils avaient des très bons bateaux, mais tout le monde le faisait. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, c'est juste que tout le monde allait piller les autres. C'est la base de l'activité militaire. Ensuite, j'ai parlé se faire recruter en tant que guerrier professionnel. Alors là, je ne parle pas de mercenaires. Je parle il y a un homme puissant, vous allez vous mettre à son service. Je vais un peu plus le détailler plus tard, mais ça en gros, ça veut dire faire rejoindre sa maison, son clan, son domaine. On parle de hird, on parle de garde personnelle, on parle de huskar, on parle de plein de termes possibles. C'est ce que j'entends par celui-là, c'est-à-dire vous devenez un guerrier professionnel d'élite sous l'égide de quelqu'un. Et le mercenariat, bah là par contre c'est vraiment pur, c'est pour une telle période, une telle bataille, une telle durée de temps, vous vous engagez, vous êtes payé pour. C'est une activité qui se faisait aussi à l'époque. Pas pour énormément de monde, mais parce qu'il fallait quand même justifier le fait qu'on s'engageait pour de l'argent. Mais c'était pas mal fait. Et évidemment, du coup, la dynamique n'est pas du tout la même selon à qui vous battez. Un homme qui est là pour défendre son territoire va peut-être se battre plus. Il va peut-être prendre plus de risques que un mercenaire qui est juste payé pour ça, qu'en fait qui n'a pas envie de mourir, parce que l'armée d'en face, lui il perd, c'est pas grave, il n'est pas payé. Le mec qui perd son territoire, c'est sa baraque qui se fait cramer. Donc forcément, il n'y a pas la même logique. De la même que vous partez en expédition très loin, le mec qui était là juste pour se faire un peu d'argent, n'a peut-être pas une grosse envie. Là où le chef qui lui veut gagner du prestige, va essayer de plus motiver ses gars. Donc c'est important de comprendre quels liens unissent les gens qui se battent entre eux pour comprendre la motivation que les gens ont derrière. Alors, relation transactionnelle entre les différents acteurs. Ouais, j'ai regardé Astérix Obélix, ça va penser à la suite du diapo. Juste avant de faire le diapo. Pour le chef, pourquoi on engage des gens, pourquoi on se monte? Alors là, on est dans le contexte de la garde personnelle, quand on se constitue, quand il y a des gens qui se mettent à notre service ou qu'on les prend à notre service. Pourquoi on fait ça? La première, c'est pour le prestige. C'est pas con, enfin c'est con, mais si vous avez plein de guerriers à votre service que vous payez, bah, vous avez plus de guerriers pour vous défendre, pour attaquer, etc. Et vous montrez que vous avez du pouvoir en fait. Vous avez de l'argent pour payer des gens qui se battent pour vous. Pas des gens qui sont sur votre territoire qui ont le devoir de vous servir, c'est vraiment votre garde personnelle. Plus elle est grosse, forcément, plus vous êtes puissant. C'est une logique assez simple. Bon, la capacité militaire, forcément, parce que vous avez des gens qui se battent pour vous, vous avez des gens qui se battent pour vous, donc vous pouvez faire plus de choses. Des hommes d'expérience pour vous conseiller, la garde personnelle n'est pas juste là pour vous protéger de votre vie, c'est des gens qui sont, c'est des conseillers, c'est des hommes d'expérience d'un point de vue militaire, c'est pas des gens qui sont jamais battus, ou alors c'est des jeunes que vous prenez à votre service, que vous allez les entraîner vous, mais c'est bien d'avoir quelques guerriers d'expérience aussi qui ont cette capacité-là de vous conseiller, de mener des hommes à votre place, etc. etc. Souvent c'est des élites eux-mêmes qui se placent au C'est ça, généralement on va prendre le fils de votre frère, votre cousin, c'est pas, si vous êtes un peu, si vous êtes à une bonne position sociale, généralement votre famille va en profiter, vous allez prendre le frère de votre allié ou le fils de votre allié parce que comme ça crée des liens, etc. Il y a toute une relation, un tissu social qui se crée comme ça, les élites qui s'entretiennent entre elles. Hein.
mais généralement, effectivement, c'est plus une base. Soit vous êtes vraiment très bon guerrier, vous êtes fait remarquer, soit c'est du fistonnage, clairement, et sincèrement. Donc une base de soutien social, c'est ce que je disais, c'est oui, vous prenez, vous avez votre allié de votre région, vous prenez son fils, lui va se faire de l'expérience, il va tisser des liens, etc. C'est assez important en fait. Et vous disiez, oui, bah, en gros, pouvoir, c'est vachement important à l'époque, c'est ce qu'on attend d'avoir un chef, c'est que si le prestige, c'est pas juste pour se la péter, c'est parce qu'en fait, ça a des conséquences directes. C'est que vous avez des guerriers avec vous, vous êtes capable de vous défendre, vous êtes capable d'aller attaquer, etc. C'est pas juste une notion de se faire mousser, juste pour avoir des guerriers avec vous. Et du coup, pourquoi on s'engage en tant que guerrier pour quelqu'un? Parce qu'en soi, il y a une notion de vassalité. La richesse, déjà, parce que la personne pour que vous servez, elle va vous éventuellement donner de l'argent, peut-être plus de l'équipement. C'est quand même mieux si nos guerriers sont bien équipés. Si vous avez un mec qui est un pouilleux, qui a un bouclier tout pourri, une lance toute pourrie, qui c'est votre garde personnelle, ça ne lui fait pas trop. Donc vous allez la récompenser. Pas forcément avec de l'équipement, aussi avec des terres, avec des alliances familiales, etc. Du prestige aussi parce que vous êtes le guerrier de la garde personnelle du roi, c'est plutôt classe quand même. Je dis roi, mais il n'y a pas que les rois qui ont des gardes personnelles. Hein. C'est une personne riche ou d'importance, généralement elle va avoir une garde personnelle. Il peut y avoir 2 guerriers, il peut y en avoir 200, il peut y en avoir 2000 selon certaines sources. La notion est un peu large. Mais voilà, et de la protection aussi parce que là vous êtes avec un chef puissant qui va vous protéger si jamais vous faites de la merde, vu que c'est lui qui a le droit de justice. Bah, ça vous aide un petit peu pour vous protéger. Donc, on fait une chose de dernière importance, c'est une alliance à une personne et pas un rôle, à l'époque. Ça va évoluer avec la féodalité, où là on commence à comprendre que ouais, si le roi il meurt, on va peut-être pas tous partir en bordel, son fils normalement va devenir héritier. Et ça, c'est un concept qui a pris énormément de temps à mettre en place, il faut vraiment bien comprendre. À chaque fois, les successions, c'était un bordel monstre, parce que en fait, son fils c'est bien, mais en fait, il faut qu'il montre que lui c'est un bon chef, donc tout le travail qu'on fait là sur montrer qu'on a un bon chef, un bon leader, c'est important parce que du coup les gens qui servaient votre père, ou votre oncle, ou peu importe la personne qui était avant vous, il faut qu'ils vous suivent derrière. Il faut montrer qu'on est un bon chef aussi, c'est pas automatique. Et même à l'époque où il y a des lois qui codifient qui c'est l'héritier, c'est déjà compliqué. Alors à l'époque où c'était pas juste évident du tout, il n'y avait pas de loi qui disait celui qui hérite du père c'est le fils, ou enfin peu importe la lignée de succession, c'est vraiment très complexe. Donc quand un chef meurt dans une armée, c'était souvent le bordel, parce que du coup, celui qui dirige tout le monde et qui unit tout le monde vient de disparaître. Donc, si le gars pour qui vous battez, il n'est plus là, il ne va plus vous apporter les avantages de la raison pour laquelle vous battez pour lui, il y a un problème. Donc, c'est important. On va faire une petite illustration de ça. Ah non, pardon. On en parlera après. Ah oui, et du coup aussi, je m'en parle, si la période des Red Vikings arrive à une période de concentration des pouvoirs en Scandinavie, où c'est plus des petits chefs qui dirigent des toutes petites régions, mais commencent à avoir vraiment des royaumes qui sont construits, c'est pas pour rien. C'est à la fois parce qu'il y en a qui se font dégager et qui du coup vont chercher du pouvoir ailleurs, et à la fois parce qu'il y a des hommes de pouvoir qui arrivent à concentrer de grandes forces militaires sous eux qui peuvent du coup mener des plus grandes expéditions. C'est un peu lié avec les deux. Du coup, la position culturelle du guerrier, celle du meneur, c'est un contrat social, au sens pur du terme, qui unit les gens ensemble. Il y a une fonction militaire attendue de la position de pouvoir. Si vous êtes au pouvoir, vous devez avoir une fonction militaire. Il n'y a pas de... comme le clergé a eu plus tard, vous êtes au pouvoir, vous devez être un guerrier. C'est une évidence. La société valorise la force. C'est con, mais oui, comme vous êtes en charge, vous devez défendre, donc on valorise ces guerriers-là. C'est pas parce qu'on est dans une société où on aime bien les gens forts, c'est juste que par survie bête en fait. Enfin, si il y a les gens qui sont responsables de la défense du territoire, vous avez intérêt à leur donner du prestige et du pouvoir parce que on attend de ça qu'ils sont capables de le faire. C'est même plutôt l'inverse qui se crée, dans le sens où c'est les hommes forts qui émergent. Oui, mais logiquement parce qu'il y a un besoin de défense en fait. Oui, mais je veux dire, c'est pas qu'on leur confie parce que c'est des hommes forts, c'est parce que c'est des hommes forts qui se sont emparés entre guillemets de la... Oui, alors il y a ça, mais il y a quand même un contrat social sous-entendu que t'es un homme fort, ok, t'es notre chef, par contre tu dois nous défendre, ou tu dois bien nous mener, ou si on part en expédition sous tes ordres, tu nous mènes bien. Donc il y a de l'attente envers le chef de ne pas faire de la merde. Mais du coup d'être un guerrier parce que voilà. Donc il y a évidemment une attente vis-à-vis du guerrier reconnu, à la fois sur la manière dont il se comporte sur le champ de bataille. Si vous êtes un guerrier, vous êtes membre de la garde personnelle, si vous fuyez dès que c'est la merde, ça va être compliqué de revenir à la maison. De la place de votre équipement, de ce que vous faites sur le champ de bataille, etc. Et tiens, j'ai pas fini. Tant j'ai relu. Quand c'est la merde, il faut se bouger plus, c'est ce que je veux dire plus ou moins. Les conclusions à en tirer jusqu'ici, donc ouais, celui qui dirige, c'est celui qui unit le groupe par divers liens, que ce soit des liens individuels, c'est votre frère de sang par serment,
par responsabilité légale parce que vous êtes à un poste légal reconnu par contrat, etc. Quand le lien qui unit le groupe disparaît, il n'y a plus un groupe, il y a un ensemble d'individus. C'est bête, mais c'est en fait c'est ce qui se passe en champ de bataille. Il n'y a plus de chef. En fait, soit les gens par survie continuent à travailler ensemble, soit c'est la débandade et ça se voit assez rapidement. Et on se bat pas pour rien. Il y a aucune personne sur le champ de bataille qui se bat inutilement. On se défend, on se bat pour se défendre, on se bat pour un chef, on se bat parce qu'on a un engagement, mais personne ne se bat pour rien. Nous, on se bat pour plaisir, c'est rigolo. À l'époque, c'est pas le cas. Voilà. La bataille de Brissart. Qui c'est qui connaît la bataille de Brissart? Ah, je suis allé la chercher loin celle-là. Alors, tout commence avec une alliance entre des Vikings et des Bretons. Désolé les Bretons. Si jamais vous avez entendu le mot armée vikingo-bretonne quelque part, c'est bon. Donc, il y a des Vikings qui sont dirigés. Il y a une troupe de Vikings qui a bien tabassé la Bretagne, et les Bretons en eu marre, à un moment ils sont alliés avec eux pour aller tabasser les Francs. Donc on a des Vikings qui sont dirigés par un certain Hallstein, et les Bretons sont dirigés par un roi qui s'appelle Salomon. On est en 866, donc les Bretons s'étaient quand même fait tabasser la gueule par Charlemagne, ils ont aussi repris leur indépendance. Salomon il est devenu roi après avoir tué son cousin sur un autel d'une église. Pour donner un bon personnage. Et il s'appelle Salomon. Oui, il s'appelle Salomon. Attends, vas-y, tu le refais? Il est devenu roi de Bretagne en tuant son cousin sur l'autel d'une église. C'est ça. Donc, il s'unit avec des Vikings, ils sont 400 guerriers à peu près, et ils vont piller Le Mans. Vous voyez Le Mans, la Bretagne, voilà. Donc les Francs se défendent pas, ils n'ont pas le temps de réunir l'armée, ils réussissent à piller Le Mans et ils veulent partir, ils doivent traverser une rivière qui s'appelle la Sarthe. Perdu. Brissart, ça veut dire passage sur la Sarthe. C'est con, mais c'est comme ça. Donc ils sont chargés de butin, et le problème c'est que les Francs du coup ont réussi à réunir leur armée, et ils bloquent le passage sur la Sarthe. Les Francs ils sont menés par deux hommes, Robert Lefort, comte d'Anjou, comte de la marche de Neustrie, donc la Neustrie c'est entre la Loire et la Seine. C'est l'ancien nom de cette région. Et avec lui, il y a Ranulf Ier de Poitiers, duc d'Aquitaine. Poitiers. Non, environ 1500. J'ai pas trouvé la source exacte, Wikipédia, il dit 1500, je sais pas, c'est bien, mais il y a une source à fournir. Mais normalement les deux armées sont, voilà, il y a une armée de 400 mecs, l'autre même s'ils sont juste que 1000 en fait c'est largement suffisant normalement. Les Vikings et les Bretons se prennent une grosse peignée et sont obligés de se barricader dans l'église fortifiée du village, même l'église fortifiée, ça se faisait à l'époque. Comme elle est assez bien fortifiée qu'elle empire à tout, ils ne la crament pas, du coup ils se disent bon on leur a mis une peignée, on va les assiéger, donc on monte notre camp, on reviendra demain les cramer, on trouvera un moyen de défoncer la porte. Donc ils montent le camp, on est en août. On est en 15 septembre, donc il laisse une petite force pour défendre s'il y avait les Vikings se barrent, il monte le camp, notamment Robert, dans les sources on sait qu'il a chaud, il enlève son équipement, il va se reposer. Et début de soirée, les Vikings bretons décident de tenter une sortie parce qu'ils sont quand même pareil dans la mer. Donc pendant que les Francs sont occupés à monter le camp, ils ouvrent les portes, ils chargent. C'est une grosse subtilité dans la technique. Évidemment, les Francs essayent d'organiser une défense. Robert, notamment, prend ses armes, il s'équipe pas, il prend ses armes, il va en première ligne pour aller repousser les Vikings. Et ça fonctionne bien, les Vikings sont renvoyés dans l'église. Manque de peau, Robert, il était en première ligne, il meurt. C'est con, hein. Et Ramnouf, qui était un peu derrière, c'est pour une flèche qui était tirée depuis l'église. Les deux chefs de l'armée des Francs. Un fameux sniper. Exactement. Donc ouais, Robert qui n'avait pas de casse pas de cuirasse, il est en ligne. Et Ramnouf il meurt pas tout de suite, il meurt 3 jours plus tard, mais ça ne change pas grand chose dans l'état, il prend en état de et l'armée des Francs a plus de chef, et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de se barrer. Bah oui, normalement. Et les Vikings se barrent et rentrent chez eux, ils rentrent en Bretagne, après ils prennent leur bateau. Donc, au final, il y a une petite peinture pas du tout représentative, mais on a Robert qui meurt devant le pays de l'église. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Un bon chef, ça monte au cœur du combat quand il faut. Parce que pour repousser les Vikings, pour pas qu'ils se barrent, il fallait y aller, il fallait diriger les gens, il fallait les gars, on y va tout de suite et on presse les gens parce que sinon on se barre. Un bon chef ne meurt pas. Un bon chef, mais c'était pas un très bon chef. Là, on a donc un problème, puisque du coup on a deux choses qui sont un peu dichotomiques, il faut aller se battre et il faut pas mourir. Les moyens. Comment on règle ce paradigme? La première, c'est en formant une garde personnelle pour se protéger. Ce que je parlais avant, on va détailler un peu plus un peu derrière. Et en déléguant le commandement. On met une armure aussi?
et on met son armure avant les étapes. Bon, ça prend du temps, fallait. Voilà. Celui qui arrive à mettre sa côte de maille en 10 secondes, on peut le respecter. Ouais, quand t'as une armée qui te charge. Alors, la garde personnelle. Donc j'en parlais déjà un peu. Sa composition est donc vachement importante puisque si c'est les gens qui doivent vous protéger sur le champ de bataille, il ne faut pas mettre des gens que vous connaissez pas, qui n'ont pas de lien avec vous, etc. C'est pas genre vous réunissez votre armée, vous prenez les mecs qui ont l'air les plus forts et vous les mettez avec vous. Ça se constitue déjà en avance de guerriers compétents et loyaux. Si j'ai pris le soin de vous expliquer les liens qu'il y avait entre le chef et sa garde personnelle avant, c'est aussi pour ça. C'est parce que c'est vraiment important de savoir avec qui on se bat. Et que sur le champ de bataille, ce lien est important puisque ce guerrier qui se bat pour vous, c'est son job en fait. Si son chef il meurt et que lui il n'est pas mort et que c'est pas jeté étouffé pour essayer de l'empêcher qu'il meure, bah, il a loupé son taf en fait. Et du coup il y a forcément un problème. Donc établir que ce guerrier-là, qu'on lui donne de l'équipement, du prestige, etc., c'est en échange de ça sur le champ de bataille en fait. C'est que cet homme-là il meurt pour vous en fait, littéralement. C'est important. Survivre à la mort, ton chef. C'est compliqué. On a clairement des histoires de sagas où la garde personnelle, son chef meurt et il se bat jusqu'au bout et ils meurent tous. Voilà, c'est culturel à l'époque, il faut bien comprendre ça. Et comme c'est des gens qui se battent pour vous, vous avez envie qu'ils soient bons, donc on va les entraîner, on va les équiper, etc. Les gens de la garde personnelle, c'est leur métier. Hein. La journée, ils s'entraînent. Et il n'y a pas d'autre manière. Qu'est-ce que c'est que ça? Probablement. Là, donc ça, il y a un métier. Et le fait d'établir cette garde personnelle en avance des batailles fait que sur le champ de bataille, vous avez forcément des gens qui se battent le mieux pour vous. Est-ce que j'ai fini? Non, j'ai même pas fini. Du coup, l'intérêt de la garde personnelle, c'est de protéger son chef pendant la bataille, qu'il soit derrière la ligne en train de commander. Parce que je pense que vous savez tous, celui qui est un chef qui est derrière la ligne sur le champ de bataille, il va se prendre plein de flèches dans la gueule. Donc ça sert littéralement à ça. Les scales le disent, hein, il y a un mur de bouclier pour protéger le chef. Littéralement c'est ça. Et si vous voulez vraiment avoir la classe, vous prenez des scales avec vous derrière le mur de bouclier pour qu'ils racontent comment vous étiez trop classe sur le champ de bataille. Comme vous étiez trop devant, c'est ça. Non mais c'est ça, le chef était trop bon, j'étais au milieu de son mur de bouclier, il dirigeait trop bien, puis après il allait se battre, il était trop fort. Comme c'est important de montrer qu'on a du prestige, pour avoir montré qu'on est grand, fort et beau, on va demander à des poètes de le raconter. Donc on les invite avec nous au milieu du champ de bataille. On n'a pas peur, on était sous les flèches, et que voilà. Voilà ça. Et quand le chef part au combat en première ligne, l'intérêt aussi c'est que du coup il a les très bons guerriers à côté de lui. Ce qui fait que du coup il a aussi moins de chances de se prendre un coup dans la gueule. C'est des troupes de choc, exactement. C'est ce que je vais dire en plus. C'est une fonction de réserve aussi. C'est-à-dire que vous êtes en arrière-ligne, vous êtes chef, vous dirigez, vous voyez que c'est la merde, il y a un endroit où la ligne est percée, on se fait contourner ou quoi. Les gens, littéralement, le meilleur moyen de contrer ça, c'est de prendre les meilleurs guerriers, c'est les vôtres, c'est les gars personnels, c'est des guerriers de métier. Et ils sont déjà avec vous en fait, donc directement vous pouvez leur dire, on y va les gars. Il n'y a pas le temps d'envoyer un messager pour leur dire, hey les gars, bougez, ils sont avec vous. Et directement vous y allez. Donc il y a aussi cette fonction de réserve aussi. Du coup, la réserve, du coup, elle est déjà disponible avec vous et elle est compétente pour réagir parce que généralement ceux qui percent la ligne ou qui contournent, généralement c'est les meilleures troupes. Donc tant qu'à faire, on va envoyer nos meilleures troupes pour les contourner. Et ça a de l'impact aussi parce que quand l'élite de votre armée vient se battre avec vous, normalement c'est plutôt bon pour le moral. Vous voyez des très bons mecs qui viennent se battre à côté de vous, normalement c'est plutôt la merde donc vous êtes content de les voir venir. C'est important pour le moral. Les mecs qui se prennent une peignée et qu'il n'y a rien qui arrive pour les aider, peut-être qu'au moment ils vont se barrer aussi, s'ils n'ont pas trop envie de voir. Oui. C'est la merde. Tu sais que les mecs qui se mettent à côté de toi, tu sais que c'est là que ça va être chaud. Oui, mais en théorie, t'as aussi ton chef derrière qui va du coup, s'il te voit se barrer, c'est plutôt la merde pour toi. Et du coup, un autre moyen de bien indiquer que vous êtes là derrière les gars pour pas que quand c'est la merde, c'est avec une bannière. Vous l'avez vu la diapo avant. Le rôle de la bannière. Ça sert à donner un repère évident sur le champ de bataille. Donc en priorité, la bannière doit être visible. Le but c'est pas de la cacher, c'est pas juste un objet précieux. Le but c'est de montrer qu'on est là sur le champ de bataille. Et la bannière généralement elle va avec un chef. Il n'y a pas une seule bannière pour toute l'armée parce qu'il n'y a pas forcément qu'un chef dans toute l'armée. On en parlera un peu plus en détail, mais on a des sagas avec des batailles où il y a 15 bannières. Il y a une saga où le mec il se met sur le long d'une colline pour montrer qu'il est trop fort et qu'il y a une grosse armée. Il y avait toutes les bannières devant et en fait il y avait juste pas le reste de l'armée derrière, juste beaucoup de bannières. Il n'y a pas forcément une bannière et demie. C'est assez pendant le combat. Il y a la milice de telle région qui a été appelée pour servir. Ils ont leur bannière. Normalement la bannière elle est avec un chef, mais du coup il y a quand même pas mal d'unités différentes qui vont avoir des bannières différentes. Ça vous permet aux alliés de savoir où est-ce que vous êtes. Tiens, notre chef il est à droite derrière tel gars.
C'est important pour communiquer avec un chef, s'il y a un truc que vous voulez dire, on les voit en train de faire ça en face, bah, on sait où est-ce qu'il est pour lui dire, tu vois, le chef il va le savoir, si lui ne le voit pas, au moins vous pouvez rapidement lui dire où est-ce qu'il est, parce que vous voyez où est-ce qu'il est. Et ça vous donne l'indication de si c'est la merde, parce que si vous voyez que la bannière des gars à droite, elle est plus là, c'est que bah, le mec qui tient la bannière s'est fait buter ou qu'il est en train de courir. C'est un bon indicateur pour savoir que c'est la merde. Donc, c'est vachement important de faire attention à ce que la bannière reste visible. Et parfois, alors dans les sources, parfois la bannière elle est en première ligne, parfois elle ne l'est pas. Je n'ai pas d'indication précise à vous donner là-dessus. Il y a des histoires clairement, ils disent la bannière elle est devant, en point dans le point de charge, et parfois elle est derrière avec le chef. Donc il n'y a pas de règle précise là-dessus. Donc voilà. Du coup, le rôle du porte-bannière, parce qu'évidemment, celui qui tient la bannière, si c'est vachement important, on va pas mettre n'importe qui pour faire ça. On va donner ça à un guerrier qui comprend que si la bannière elle est plus debout, c'est la merde. On va pas donner ça à n'importe qui. On va la donner à un guerrier qui est plutôt bon parce que déjà se battre avec une bannière dans les mains c'est compliqué. Donc on va tant qu'à faire, on va prendre un bon guerrier. Au-delà du fait qu'il doit défendre la bannière, c'est en plus compliqué. C'est un rôle qui demande de quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est sérieux, qui sait ce que c'est, donc on va pas lui donner non plus à n'importe qui. Et évidemment, comme c'est un le corollaire, c'est du coup si on vous confie ce poste, c'est un poste très honorable. Si on vous fait confiance, on vous donne la bannière, c'est vachement important en fait. C'est un des rôles, c'est genre le 2 ou 3e rôle le plus important de toute l'armée, enfin, de tout groupe de votre armée en tout cas. Donc ça veut dire qu'on considère comme un bon combattant et un combattant loyal. Par contre, ça revient à tenir une pancarte qui vous dit tirez-moi dessus. Que bah, à la bannière, on a envie que le mec il meure, donc pareil, on tire plein de flèches. Donc, encore une fois, c'est pratique, on va la mettre avec. Il y a un petit moment trop là. Ah oui, il faut mettre les cadres. Vous êtes tous très gros. Donc tant qu'à faire, on va la mettre avec la garde personnelle parce que c'est quand même les gars qui sont mieux amenés à défendre aussi. Et comme on fait généralement suivre le chef et la bannière, ça tombe bien, il y a un groupe de gars qui sont là pour la défendre. La chaîne de commandement. Alors, pour savoir comment est à peu près organisé, c'est ça. Donc ici, je vais donner un exemple. Attendez, est-ce que vous êtes comme ça, j'en parlerai pas. Donc il y a deux moyens de réfléchir à comment on organise une armée depuis les sources. C'est deux exemples, hein, c'est pas une règle absolue, au contraire. On a Harald Ferrer, donc Harald de la Belle Chébure, comme ça, qui disait que globalement, bon bref, il avait chaque jarl, donc chaque vraiment gros chef d'une région, doit avoir 4 hersirs. C'est que chaque hersier doit être capable de ramener 20 guerriers quand on les appelle à servir, et chaque jarl doit avoir 60 guerriers sous lui. Ça fait déjà pas mal de monde. Non, de ce que j'en comprends. J'ai eu cette question-là, je ne sais pas. Moi je pars du principe que le gars il a sa région à lui, et il a des hersiers qui l'envoient commander une région qui doit aussi réunir d'autres guerriers. Ça c'est donc lui il a établi là cette loi-là, chaque jarl est capable de fournir ça en guerriers, on lui donne une grosse région, il réunit là-dessus, il est capable de payer ses guerriers, des équipes, etc. Je parle pas de guerriers de garde personnelle par contre, je parle de guerriers des gens qui sont appelés à servir. Si je te donne la charge d'une région, toi tu es mon hersier, tu dois avoir 20 guerriers quand je t'appelle à servir. Une autre manière d'organiser ça, c'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque, c'était par bateau. C'est-à-dire qu'une unité régionale devait être capable de remplir un bateau, et d'avoir un bateau évidemment, pour aller défendre la région. Comme c'était beaucoup de la défense côtière, vous êtes en Norvège, ceux qui vont nous attaquer ils viennent de la mer, quasi certainement. Bon bah on va réunir une grosse flotte pour se défendre, comme ça ils n'ont même pas le temps d'atterrir les gars. Donc on les repousse. Un bateau c'est quoi? C'est 20 à 40 guerriers dedans. Ça fait une unité à peu près cohérente. Alors. Ici je présente un exemple où le roi il n'a pas de guerriers qui sont appelés à servir pour lui, il a sa garde personnelle. Probablement qu'il en avait des guerriers qui faisaient partie des hommes libres de la région qu'il dirige. Généralement, notre base de pouvoir, elle est régionale. On a des territoires quand on est roi, on n'est pas juste roi, et après il n'y a que des gens qui ont des terres sous nous. Ici, je parle juste, dans l'exemple que je donne, il a juste sa garde personnelle, un porte-bannière, etc. Et généralement, on a plutôt une belle garde personnelle. Évidemment, ça varie aussi selon les circonstances. Là, je donne l'exemple avec un roi, des jarls et des ça, en prenant l'exemple de Harald Ferrer. Il y a des batailles où il n'y a pas de roi, hein, c'est genre une fois, il y a un roi, c'est comme il s'appelle Olaf II, qui est une armée de fermiers, alors on appelle ça l'armée des fermiers, mais c'est 3 gros mecs riches de la région qui contestent son pouvoir et qui décident de réunir une armée, qui lui mettent une tanier, qui débutent.
Il n'y a pas de roi, on s'en fout, mais voilà, je donne des noms, il y a un roi, des gardes, des machins et tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des hommes de pouvoir qui dirigent les hommes. C'est ça qui, je donne un exemple ici, mais il ne faut pas se formaliser dessus, c'est ce que je voulais dire. On a un Ya qui a du coup aussi des gardes personnels, parce que c'est pas Joe Clodo, et qui a, bon là j'en ai pas mis 60, je sais plus combien j'en ai mis, 3 fois 6, 36, comme ça. Mais bon voilà, il a des hommes de salvé, il a sa garde personnelle lui aussi, et il a des hersiers qui ont leurs hommes libres. Alors les hersiers, c'est pas forcément des gens très riches, ils ont peut-être une garde personnelle, mais c'est peut-être un ou deux membres de leur famille ou des amis proches, et eux ils ont aussi la charge du coup de s'occuper des hommes de leur région, qui sont appelés à servir. Donc ça donne une chaîne de commandement en fait relativement simple. On a un roi qui dirige, là c'est les Jarls, qui ont chacun un bout de leur armée, chaque Jarl a des hersiers. C'est une chaîne de commandement. Vous remplacez ça par roi, seigneur, peu importe. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez un général, des capitaines et des sergents, c'est la même chose. C'est le principe. Et alors, je sais que c'est pas forcément visible pour vous, mais quand vous commencez à organiser ça, on met, bon là l'exemple, je mets un Jarl qui est derrière, parce qu'il, comme au début de la bataille, il est derrière, par exemple. Et du coup, c'est simple pour lui, s'il doit commander, il a chacun ses hersiers. Alors il a mis quelques hommes de ses gardes personnels pour diriger les hommes de sa région. Ce qui fait qu'on a, là on a 140 guerriers. Je pense qu'on est plusieurs ici à faire des batailles où il y a 140 guerriers dans notre armée. Ça ressemble un peu à ça, quand on se bat, on a des sergents qui sont derrière. Et on a peut-être un chef qui dirige l'armée, et du coup, quand il veut voir un bloc, on dit vous, ça vous poussez, ou vous, ça vous faire ça, il sait qui aller voir derrière. Et ça permet de facilement commander, on voit qui est derrière, et du coup on peut aller diriger, on a un homme de confiance à chaque fois. Et à très grande échelle, du coup, vous êtes le roi, vous les dirigez, vous savez que votre aile droite, votre aile gauche, qui est-ce qu'il a, etc. C'est un exemple, alors là c'est sur du terrain plat, c'est un exemple de montrer comment ça se concrétise quand vous battez. Pourquoi on commence à avoir aussi, pourquoi on met des hommes en fait à cette distance-là? C'est que le Jarl, là, s'il veut commander ses 140 guerriers, il ne peut pas le faire. D'accord? Vous pouvez gueuler super fort au milieu d'un champ de bataille avec 140 guerriers qui se battent peut-être au moins autant en face. Vous voyez que ma voix déjà commence à faiblir. Vous ne pouvez pas. Par contre, les hersiers, ils peuvent le faire. Ils ont 20 guerriers, 20-30 guerriers devant eux. Eux, ils peuvent commander avec la voix. Et du coup, vous leur relayez les ordres et eux, après, ils se dispatchent. C'est comme ça qu'on fait. Surtout qu'il y a le bruit de la bataille en même temps. Voilà. On en reparlera un peu de la communication pendant les champs de bataille, mais globalement, essayez de commander au maximum les gens qu'on peut commander à voix haute. C'est le maximum qu'on va pouvoir faire en fait, parce qu'après, il faut utiliser un autre moyen. Soit on répartit, il y a d'autres personnes qui communiquent les ordres, soit on communique d'une toute manière. Que je me retrouve dans mes notes. Tac. Voilà, les hommes que je donne, il n'y a pas de réserve, mais évidemment à l'époque, il y en avait peut-être forcément, peut-être un plus gros groupe avec le roi, etc. Et le schéma n'est pas clair pour vous forcément, mais si vous voulez le diapo, je pourrais vous le donner, comme j'avais fait l'année dernière. Et du coup, quand on parle de chaîne de commandement, chaque chaînon, là, chaque guerrier, il sait qui est son chef, il sait qui est son gros chef au-dessus de son armée, il sait qui est à sa droite, qui est à sa gauche, s'il veut communiquer quelque chose, il le sait. On sait qui est notre roi, généralement on sait qui est notre Jarl, c'est pas Joe Clodo. Et ces gens-là, c'est des gens qui sont partis de la même région, ceux qui se battent à côté de vous, donc vous êtes entraînés avec eux. Tous les peut-être 1 ou 2 ans, vous devez vous réunir pour vous entraîner ensemble. Comme on fait ici aujourd'hui. C'est pas une obligation, mais n'empêche qu'on commence à s'entraîner régulièrement ensemble. Il y a des gens ici, on sait qu'on peut se battre avec eux à côté de nous, il n'y a pas de problème. Puis là en plus c'est à l'échelle régionale, donc il y a moyen que le mec à côté soit ton voisin en fait. Au sein de votre unité, quasi certainement, c'est probablement un gars de votre village ou de pas loin à côté. C'est un truc qu'on a fait instinctivement pendant des années, mais qui a été théorisé notamment par des théoriciens militaires assez récemment. Au niveau de la composition des unités militaires, du nombre de personnes qui ont les ordres d'un sergent, par exemple, ça correspond au nombre maximum de personnes qu'on connaît personnellement. Ce qui fait que ton sergent, il t'appelle par ton prénom, il te dit voilà, tu lui fais une confiance parce que c'est ton sergent, tu sais que c'est ton supérieur. Ton capitaine, tu le connais un petit peu moins, il dirige un petit peu plus de monde, il connaît quelques têtes, il connaît vaguement les personnes, il connaît leur visage, il peut leur donner un ordre, ça passera. Alors si tu es encore au-dessus, en général tu n'as jamais vu de ta vie, même s'il a des placards d'étoiles, il vient de donner un ordre, tu vas plus hésiter, tu seras moins réactif. Si c'est quelqu'un de plus éloigné de toi qui donne un ordre. Mais généralement ces gens-là, qui sont ces positions au-dessus, vous les connaissez. Si on met des galons sur un général, c'est parce qu'on peut le dire c'est le général qui ferme ta gueule, c'est ton gros chef, tu vas pas parler avec lui, c'est ton capitaine, c'est ton sergent qui va voir. Mais c'est pas ça. Ces relations-là, elles existent déjà à l'époque. Elles sont pas forcément formelles comme nous on l'a aujourd'hui à l'armée, mais n'empêche que ça existe, il y a une chaîne de commandement. Il y a des gens, tu sais qui commandent, tu sais qui est au-dessus de toi, etc. etc. Pour donner un autre exemple, donc là du coup j'ai pris l'exemple de Harald Ferrer. À la bataille de Myrine, il y a un roi qui dirige une armée, une flotte, c'est une bataille navale,
Et du coup, il a déterminé qui était le capitaine du bateau, qui était le capitaine des troupes dans le bateau. Et alors on appelait ça un Sveita Olfdingja. Si jamais vous voulez le terme précis de mec qui commande les guerriers dans le bateau, c'est ce terme-là. Je vais le dire parce que le mot est absolument horrible. En prononciation française, je ne sais pas les lettres à la norvégienne. Et chaque bateau faisait partie d'un détachement de plusieurs bateaux. C'est exactement la même chose. Hein. Là, vous avez un Airseer, c'est comme si vous aviez un bateau qui fait partie d'un autre détachement avec son yard, etc. Donc, quand vous êtes avec votre armée qui est dans un bateau et si vous devez aller sur terre pour vous battre, votre chaîne de commandement, vous l'avez déjà. Vous avez le chef de détachement, vous avez votre bateau, c'est le guerrier qui vous battez, vous avez déjà un capitaine avec vous. C'est juste pour vous donner un autre exemple de comment on organise ça avec une autre formalité. Ensuite, à petite échelle, comment ça fonctionne? Parce qu'aujourd'hui, là, on n'est pas 140, on est d'accord? On est 40, ça fait 20 guerriers si on fait 2 armées, ça fait 20 guerriers. On est dans ce système-là. Maintenant, ce que je suis en train de vous expliquer avant de la chaîne de commandement, c'est à qui ça petite échelle. Parce que certes, vous avez un gars qui dirige 20 guerriers, mais en fait, c'est plus pratique d'avoir un guerrier expérimenté qui dirige un petit groupe de 5, 10. Et du coup, vous pouvez aussi vous séparer, parce que quand on est 20, quand on est dans une grosse armée, vous êtes 20, vous vous battez en bloc généralement. Quand on est 20, qu'on se bat comme ça, parce qu'il y a un contexte qui existe, il y a des batailles comme ça, c'est des fermiers qui décident de se lever la gueule, c'est un bateau qui part en pillage tout seul, non mais c'est con, mais vraiment, il y a des villages qui se mettent sur la tronche, ça fait 20 guerriers contre 20 guerriers. Et du coup, on va pas avoir juste forcément un chef, on va avoir des guerriers expérimentés, il y en a peut-être 4-5 qui vont partir flanquer, etc. On va mettre des gens d'expérience, alors c'est pas forcément un mec à un titre, c'est juste le guerrier expérimenté, on lui fait confiance, on lui dit, bah toi tu vas faire ça. Et c'est important. Du coup, même si nous on est dans ce système-là, c'est important pour savoir parce que bon, déjà, c'est un système, du coup, ce que je disais, c'est le gars qui est derrière 20 guerriers, il peut les commander en gueulant. Il n'a pas gueulé très longtemps parce que c'est compliqué, mais il peut communiquer des ordres juste avec sa voix. Comme je disais, ça n'empêche pas de se diviser, c'est parce qu'il y a 20 guerriers qu'on reste 20 guerriers paquets. Parce que le terrain, parce que l'équipement, parce qu'on va avoir une réserve, parce qu'on va avoir des gens qui contournent, enfin voilà. Oui. Bah, surtout, le gars peut pas tout voir. Enfin, il y a 20 bonhommes. C'est ça. Il se passe 36 000 trucs à la seconde de partout. Si tu répartis pas un peu la charge, tu peux pas tout faire. C'est ça. Et en fait, ça va à n'importe quel échelon parce que si on vous entraîne tous à faire le chef aujourd'hui, ou en tout cas à répondre tous les ordres et à communiquer, c'est parce que ce qui est important à 400, il est important à 20. S'il y a 2-3 personnes qui sont capables de mener les choses, là le chef il meurt, vous faites quoi? S'il y a personne qui est capable de prendre le truc et de gueuler, les mecs on part pas, on continue à se battre, c'est important. Donc c'est important que tout le monde comprenne comment ça fonctionne et soit capable de le faire. C'est important. J'ai vraiment plus de voix. À notre échelle, ça reste important parce que ça reste si le jour où on doit se battre à 400, le jour où derrière on est 400, bah, si vous savez travailler à 20, en fait, vous savez travailler à 400. Vous êtes capable de travailler dans votre bloc, de comprendre comment ça fonctionne la communication, et le jour où vous êtes responsable de votre bloc, vous comprenez que la logique c'est la même quand vous êtes au sein de vos 20 guerriers, d'avoir un ou deux guerriers d'expérience qui dirigent une sous-section, d'aller parler à votre chef au-dessus. Et j'ai trouvé quasiment aucune source sur le détail de l'organisation à cette échelle-là. Parce que les sagas, c'est essentiellement des grosses batailles et pas des gros détails. Voilà. Fixer le chef, détail important. Quand on a un contexte légal assez formel avec des gens bien placés, on a un roi et la Seyarl comme Rad, c'est relativement simple, mais il faut encore déterminer qui dirige qui. Ok, peut-être on a un guerrier qui est meilleur, qui a un très bon commandant, on va peut-être le mettre à diriger des guerriers qui ne sont pas originellement de chez lui. On va quand même déterminer toutes les chaînes de commandement et comment ça fonctionne. C'est important de le déterminer même quand on a un chef évident. Et très souvent, quand on a des armées qui se rassemblent, comme on avait Ramnouf et Robert chez les Francs, comment on détermine c'est qui le chef? Est-ce que chacun est responsable de son groupe? Est-ce qu'on détermine qu'il y en a un qui dit bah vas-y je te laisse la place, etc. Comment on détermine ça? Il n'y a pas de réponse exacte à cette question, mais par contre il faut y répondre avant de se battre. Sinon c'est le bordel. On peut élire un chef. La bataille de style Scarcil, c'est celle avec les fermiers que je disais. Les fermiers avant la bataille ils sont réunis. Il y en a qui disent les mecs font un chef, on va arrêter de faire des merdes. Il y a une bataille où il y a justement un roi qui laisse le commandement à un gars de sa garde parce que le gars est plus expérimenté en termes de bataille. Sûrement. Et le roi se met en retrait, il est quand même la figure d'autorité, mais militairement c'est pas lui qui dirige. C'est ça. C'est ce que ça va faire Octave avec la bataille de Scarcil, celle avec les fermiers, ce que je disais, les fermiers disaient ils se sont rassemblés. Il y en a un, il a dit les mecs ils nous font un chef, sinon notre armée elle sert à rien. Les autres bon ça sera qui? Bon bah le mec qui a gueulé, qui a ouvert sa gueule, hein, il va être le chef. Bon il a gagné la bataille, il a réussi à tuer le roi en face, c'est bien. Mais n'empêche que c'est important, les mecs ils ont décidé avant qui c'était le chef, c'est lui qui a dirigé son armée, il a divisé, il a fait ses groupes, ses machins, il a mis les autres chefs de troupes à la tête de leur détachement et du coup ils ont gagné leur bataille. Il n'y avait pas de roi en face, hein. C'était des mecs qui se réunissaient parce qu'ils étaient là pour du roi. Mais n'empêche qu'ils sont bien organisés et ça a fonctionné. La direction d'alternance, il y a une seule source que je connais où ça fonctionne comme ça, c'était les Romains.
Et c'est la bataille de Cannae où il y avait deux consuls qui voulaient aller tabasser Hannibal. Et il y en a un qui voulait aller tabasser, l'autre qui était en mode la dernière fois on s'est pris 3 prégnés à cause de lui, on va peut-être pas y aller, on va peut-être faire attention. Et l'autre a dit non. Et il alterné un jour sur deux. Et, le jour où l'autre il a pu commander, il est allé, il a foncé dans le tas. Et ils ont perdu je sais pas combien de dizaines de milliers d'hommes parce qu'ils étaient dans le tas comme des nuls. Mais aucune source que j'ai au Xe siècle ne fonctionne comme ça. Et très important de tenir compte des capacités de chacun. Vous n'allez pas mettre un guerrier en côte de maille pour lui dire tu vas aller courir sur la montagne et diriger et faire le contournement des hommes. On n'envoie pas les troupes légères chargées dans le tas. On n'a pas des troupes qui sont là que pour la défense chargées, pareil. Des gens qui sont là pour défendre le territoire. Donc vous allez amener les guerriers professionnels avec vous pour charger parce qu'ils sont mieux équipés, parce qu'ils ont plus de motivation, parce qu'ils ont une notion de si j'y vais pas, c'est la honte. Là où les gens qui sont là pour défendre le territoire, bon s'ils meurent pas c'est tranquille, c'est pas mal. Généralement on met les bons guerriers devant. La bataille de Hastings, je crois que bon, c'est des Saxons, mais Harold il met ses guerriers, c'est à Oscar, les guerriers professionnels devant et les gens de la levée militaire derrière. Au bout d'un moment les mecs expérimentés ont commencé à s'affiner, puis il y a eu des gens d'hommes libres et puis au bout d'un moment ça ne fonctionnait plus parce qu'il y avait de moins en moins de guerriers professionnels. Donc on réfléchit à qui on met où. À 20, c'est peut-être pas forcément évident, mais peut-être que vous avez un guerrier qui est très bon, je sais pas, qui est gaucher, c'est con, mais nous, à notre échelle, vous mettez un gaucher sur un côté, il va forcément casser les coudes que s'il est ailleurs. Alors, on est ici. Les qualités d'un chef. Je vais pas m'étaler là-dessus. C'est évident que les qualités d'un bon chef, ça fonctionne à petite échelle ou à grande échelle. Le gars que vous mettez à la tête de toute une armée, vous avez envie de le respecter. Il est en théorie autant respecté pour la même raison que celui qui est à votre tête, si évidemment il mérite de se faire respecter. On tient compte de l'avis de ses subordonnés. Ça peut paraître con, mais si tout le monde vous dit le contraire de ce que vous voulez faire, il y a quand même normalement des bonnes raisons. Donc c'est quand même mieux si vous écoutez, parce que du coup si vous ne les écoutez pas et que vous faites autre chose et que c'est la merde, vous êtes certain que c'est fini, enfin, vous n'allez plus jamais diriger des hommes. En tout cas, plus jamais avec confiance. Il faut être capable de montrer de diriger sans dire oui à tout le monde pour autant, parce que si vous dites oui tout le temps aux subordonnés, je comprends que vous pouvez leur arracher dessus. Il y a une saga où on parle du roi Olaf Tryggvason qui dit il écoute ses hommes, mais il prend ses propres décisions. On montre qu'on est capable d'écouter, on tient compte des avis, on prend des décisions. Il faut être le chef, c'est lui qui dirige. S'il ne dirige pas et c'est plutôt quelqu'un qui parle pour lui, ça ne le fait pas. Il y a une notion importante. Il faut montrer qu'on est celui qui dirige. Et on crée la cohésion au sein des troupes. Bon, la notion de cri de guerre, si là on vous a fait demander d'avoir un cri de guerre pour chaque équipe, c'est pas pour rien, ça crée de la cohésion. Pareil, la bataille de. Je vais jamais la poser autant. Stick Bastien avec les fermiers, avant la bataille, ils se sont dit les mecs, c'est quoi notre cri de guerre? Ils ont fait un cri de guerre et c'est leur cri de guerre pour le combat. C'est con, mais ça unit des gens qui viennent peut-être pas des mêmes régions, qui se battent pas ensemble. Ils ont le même cri de guerre, ils vont se battre ensemble. Et c'est con, mais c'est comme ça qu'on crée la cohésion. Il y a plein de notions sur la notion d'esprit de corps qu'on pourrait parler plus tardivement militairement, mais cette notion-là, elle est vachement importante pour que les gens qui se battent sous vous aient cette notion-là. Il y a plein de cris de guerre, généralement ça fonctionne bien comme ça peut être des choses, etc. C'est pas d'uniforme. Des uniformes, oui, mais pas à cette époque-là. Au mieux, c'est un petit symbole sur le bouclier ou un petit bout de Quand il n'y tissu. a pas d'uniforme, il faut la trouver ailleurs. C'est ça. Donc il y a plein de notions comme ça. Les cris de guerre, tu as un mec en face de toi, c'est pas si ton armée, tu donnes le cri de guerre, s'il répond pas, c'est pas compliqué. Mais voilà. Il y a une notion de symbole pour distinguer les armées, il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment très léger. C'est pas trop forcément important pour la direction, c'est juste pour identifier qui est dans quelle armée. D'un point de vue culturel, on n'attend pas d'un chef qui soit juste intelligent et charismatique, il faut qu'il aille se battre. Un guerrier, on en parlait tout ce matin, s'il ne donne pas l'exemple, il ne va pas se battre, c'est pas un guerrier en fait, donc c'est pas notre chef. Un des meilleurs exemples de ça, c'est l'élection des chefs de guerre chez les Francs, où avant une bataille, le roi ou le chef de l'armée avait un bâton gravé qui jetait sur la ligne d'infanterie. Et celui qui aura le poste, c'est celui qui ramène le bâton. Donc il faut le ramener vivant. Ah ouais, C'est mieux. c'est bien passé le chef parce que t'en as boumé plein. Du coup, si tu nous jettes un bâton tout à l'heure, c'est pour ça? Ouais. Voilà. C'est un bâton de maréchal. On est toujours plus respecté quand on est capable d'exécuter ce qu'on demande aux autres. Je pense que tous à votre taf, quand vous avez un chef qui a fait votre travail, il vient de en dessous, il a fait le travail de merde et il vous dirige maintenant, c'est toujours mieux qu'un mec qui vient qui a fait juste une école de management et qui vous dirige. C'est ça, mais quand les gens sont compétents, quand les gens qui vous dirigent sont compétents pour faire votre travail, c'est toujours mieux que quand ils ne le sont pas. C'est con, mais il y a une notion de respect comme ça. Il y en a qui savent résoudre les problèmes. Oui, c'est ça, mais il y a forcément des gens, les mecs qui sont au-dessus généralement, ils ne le sont pas pour rien. C'est assez rare, plus tardivement c'est un peu plus la merde, mais à cette époque-là, généralement le chef il n'est pas chef pour rien. C'est vraiment, on fait confiance, et comme c'est important de le montrer, il y a vraiment une culture guerrière,
Si vous êtes chef, vous êtes guerrier et vous êtes normalement vous l'avez. Donc on doit participer au combat pour le montrer. C'est juste si vous participez jamais au combat, les gens ils vont se dire tu ne vas jamais, c'est un fait. Et ne pas se suicider pour autant, comme on l'a vu. C'est vraiment la merde quand vous mourrez, donc on va éviter de mourir pour autant. Donc un bon guerrier, il ne meurt pas. Les histoires de Valhalla, c'est sympa, mais c'est juste pour regarder bien la vie. Ensuite, alors je ne rentre pas dans le détail des positions tactiques. Vous avez vu que j'ai un diapo extrêmement compliqué ici. Où est-ce que le chef il se met dans la ligne? Ils avaient 3 positions plus ou moins globales possibles. C'est soit en arrière, plus ou moins protégé, pour diriger et voir vraiment les choses qui se passent. En première ligne pour combattre, ou en deuxième ligne pour être juste derrière les guerriers, leur gueuler dessus, leur dire des choses, les encourager. Évidemment, à chacune des étapes ici, vous êtes plus ou moins en risque de vous prendre des flèches, en vous battant beaucoup, même en deuxième ligne, vous pouvez vous prendre des flèches ou des coups dans la gueule. Je ne rentre pas dans le détail ici, parce qu'il n'y a pas besoin de détailler dans le détail, parce que vous savez tous à peu près quelle position ça peut avoir. Et qu'il n'y a pas non plus 5000 exemples, à part le mec dirige derrière son mur de bouclier, ou charge dans le tas. Et la dernière, la communication. Comment on dirige? Parce que c'est bien d'être le chef, il faut dire aux gens qu'est-ce qu'on fait. On peut commander à portée de voix, c'est bien, mais du coup c'est limité à une certaine échelle. Quand on communique, on donne des ordres clairs et simples. Si vous commencez à expliquer les mecs, alors vous prenez 20 guerriers, vous faites le tour en faisant un zigzag par une, non, vous allez là, vous faites ça, et si vous voulez faire des choses complexes, il faut les expliquer avant. Si vous commencez à faire des plans compliqués en plein milieu du champ de bataille, le mec, voilà. Jamais vous suivre. C'est vraiment le bazar pendant une bataille. Si vous avez déjà fait des batailles avec plusieurs centaines de personnes, donnez un ordre simple, même avec une phrase, les gens ils peuvent entendre que la moitié de la phrase, ils entendent ni charger, ils chargent en fait. On a l'exemple de ça, vraiment, ça arrive. Ouais, c'est ça. On faisait le corps pour signaler quelque chose. Vous avez fait un gros contournement, vous êtes prêts, vous sonnez le corps, le reste de l'armée engage pendant que vous allez dans le flanc. C'est un signal fort, ça s'entend bien, et vous avez déterminé avant, quand on fait tut, c'est que nous on est dans le dos des mecs. C'est simple, mais en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Avant même de commander, parce que là on parle de commander sur le champ de bataille, mais juste avant, avoir une stratégie à communiquer, c'est bien aussi, parce que si vous n'avez pas de plan, pareil, les gens ils vont dire on va juste fighter. Non, vous avez déterminé qui dirige qui fait quoi, est-ce qu'on a une stratégie avec des gens où on concentre les forces importantes d'un côté ou non, on essaie de contourner, enfin bref. Une stratégie, ça se communique avec vos chefs qui ensuite la communiquent avec les autres, etc. Et on peut utiliser des messagers entre les groupes, vu qu'on a des bannières à des chefs répartis plus ou moins. Si vous avez communiqué à grande distance parce que votre armée elle est grande, vous vous déplacez, vous envoyez quelqu'un communiquer à votre place. Si vous n'y allez pas vous, parce que vous êtes en train de faire autre chose, on envoie des gens parler pour nous. Généralement, des gens de votre garde personnelle qui ont que vous savez loyaux, qui ne vont pas mentir pour faire autre chose. Et pour terminer, parce que je ne savais pas où coller ça, c'est important de garder les gens qui sont entraînés ensemble. Quand tu parles juste la même langue. Voilà, à l'époque, mais en fait c'est con, mais nous aériens, on a des gens qui ne parlent pas français. On a les Maltais, on conserve des Allemands, etc. Ça paraît débile, mais vous mettez des gens qui savent parler anglais avec des gens qui parlent anglais, c'est quand même vachement mieux. Ouais. Sinon, ça va être compliqué pour communiquer. Et les gens, au bout de 3 fois où on s'entraîne ensemble, ils savent que machin il parle anglais, il peut être avec nous, c'est important donc. Les gens qui s'entraînaient ensemble fonctionnent forcément mieux. Les gens qui ne sont jamais entraînés ensemble, ils n'ont pas les mêmes ordres, c'est con hein. Mais quel ordre utilisez-vous pour aller se battre? En avant, vous marchez, allez-vous pour le boîte de l'âme. Il y a Ofram, il y a Aftoul, il y a plein de choses. Pas Aftoul, il y a. L'année dernière, j'avais appris 2 mots de maltais. Ouais. Oui. Non, c'est quoi? C'est Fauchomo. Non, ça c'est veut dire. L'année dernière, non, mais par contre, dans la bataille, sans déconner, l'année dernière, je suis allé les voir. Parce qu'on était avec eux, on était quasiment collés avec eux. Ouais. Mais en fait, je leur ai dit, comment je fais pour vous parler simplement? Elle a dit, en fait, tu prends 2 mots. Calmos et défoncer leur gueule. C'est con, mais de toute façon, il y a 2 modes. Faire plus compliqué, ça sert pas à grand chose. Donc, on s'entraîne ensemble. Et ce que je disais, la structure avec les Airseer et les Jarl et tout, il y a littéralement des rassemblements où les guerriers doivent venir. Vous venez tous ensemble, on détermine à telle date, vous allez à tel endroit. Vous venez tous équipés pour montrer que vous avez tous votre équipement. Vous êtes des hommes libres, vous devez avoir votre équipement. Si vous ne l'avez pas, vous payez une prune ou vous êtes banni. Ou alors vous êtes le chef du groupe et vous n'avez pas assez de guerriers équipés, c'est de votre faute aussi. Donc c'est vachement important. Et pendant tant qu'à faire de rassembler tout le monde au même endroit pour vérifier l'équipement, et bon, on va faire un film, on va discuter de choses, on va aussi s'entraîner ensemble. On va répéter les ordres, on va voir comment on organise notre armée, etc., etc. Ça se faisait déjà à l'époque. C'est pas un organisme très formel, peut-être une fois ou 2 par an, enfin plutôt une fois tous les 2 ans, mais ça se faisait. J'ai perdu le nom du film, il y a un nom spécifique pour ces signes, en tout cas en Scandinavie, où tout le monde se réunit, on s'entraîne, mais il y en a, c'est sûr, autre que les signes où on parle de loi, etc., de jugement.
Du coup, aussi gros intérêt de faire entraîner tout ensemble, c'est con, mais en fait, si vous avez assez de pouvoir pour que vous n'êtes pas juste le chef d'une petite région et vous pouvez facilement réunir les gens, réunir tout le monde ensemble pour s'organiser en tant qu'armée, c'est vachement important. Parce que du coup, au lieu d'avoir juste, 100 pégus, vous en avez peut-être 400, 1000, et diriger 1000 guerriers, c'est pas la même chose que diriger 20 guerriers. Donc, être capable de s'entraîner à diriger tout le monde d'un coup, c'est vachement important. Ça a pu se faire justement avant les expéditions aussi. J'en discutais avec des Danois qui me disaient qu'il y a une occurrence où les mecs se rassemblent, c'est l'armée, il y a le roi, tout ça, il y a un gars qui est la Suisse royale, enfin, je me demande si on se passe politique. Il me dit concrètement, si on va à la guerre comme ça, on va se faire chier tout le temps. Donc en fait, ils prennent 3 semaines, ils entraînent les gens communs, la levée, et ils partent à la guerre, et ils gagnent parce que ils ont le temps de jouer. Exactement. Donc ça aussi, le fait de s'entraîner ensemble, ça pousse le moral. Oui, c'est comme aussi. Parce que on l'a fait voler. Quand t'as 350 mecs en face de toi qui te regardent en frappant sur leur bouclier, tu te dis putain j'ai pas envie d'y aller là. Et puis tu regardes à gauche, il y a 200 mecs, tu regardes à droite, il y a 200 mecs, tu te fais bah en fait ça va le faire quoi. L'effet de masse, ça rassure. Exactement. Donc voilà, moi j'ai terminé, ça tombe bien, on est pile dans le timing, je pensais vraiment que ça allait durer une demi-heure, ça a duré plus quasiment une heure. Ça fait 3 jours.